Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce jeudi 10 novembre. Comme de nombreuses villes en France, Metz ne diffusera pas la très controversée Coupe du Monde au Qatar sur grand écran ou dans des fan zones. Mais qu'en est-il des bars? Vous le verrez, les gérants sont partagés. Dans cette édition également, quelles solutions pour limiter la vitesse des véhicules en agglomération? Nous analyserons les différentes mesures mises en place. Enfin, comment se déroule la toute nouvelle formation franco-ukrainienne de l'université? Ce matin, les équipes pédagogiques et les étudiants ont fait un premier bilan. La météo de ce vendredi, beaucoup de brouillard prévu demain matin avec des températures assez fraîches. L'après-midi, le soleil nous permettra de gagner quelques degrés. La pauvreté gagne du terrain en Moselle et en particulier chez les jeunes. Nous reviendrons sur cette situation toujours plus alarmante avec notre invitée du jour, Marie-Françoise Tulle, présidente du Secours populaire de Moselle. Mais avant, l'actualité. Vous le savez, demain nous commémorerons l'armistice de 1918, un jour férié donc, mais pas pour tout le monde. De nombreux commerces seront ouverts à Metz, contrairement au 1er novembre. Les centres commerciaux Saint-Jacques, Muse ou encore Waves lèveront le rideau. Côté magasins seront ouverts également les carrefours rue des Clercs, Gambetta ou avenue de Nancy, les Auchan Voipy, Semécourt, Metz-Plantière, Metz-Patrotte et enfin les Leclerc de Marly et de Auconcourt. Vous étiez plus de 7 millions ce mercredi soir à regarder le sélectionneur de l'équipe de France prononcer aux 20h de TF1 le nom des 25 Bleus qui disputeront la Coupe du Monde au Qatar. À Metz, êtes-vous satisfait des choix de Didier Deschamps? La France peut-elle s'orner d'une 3e étoile avec ce groupe? On vous a posé la question. Je dis que la liste elle est pas mal. Bon, il y a des nouveaux. Les anciens comme Giroud, effectivement, il fallait le garder. Parce qu'il donne plus, et puis je trouve qu'il a bien maigri, il avait du ventre, et là il a un petit corps d'athlète. Il n'a pas pris Maignan, alors que c'est le gardien phare actuellement français, quoi. Pourtant il a la place, il a pris Mandanda qui se fait vieux quand même, et sinon en soi une très très bonne attaque. Avec un ballon d'or et un des joueurs les plus prometteurs pour l'avenir comme Kylian Mbappé, etc. Donc ça peut que être intéressant. Je pense que Pogba et Kanté vont beaucoup manquer dans le milieu de terrain et ça va être compliqué à ce niveau-là. Il manque le Pogba, il manque le Klose, il aurait dû faire rentrer Klose. Il a sa place en équipe de France et bien sûr qu'il l'a. Je pense qu'il a quand même pu prendre. Il a deux latérales, il n'en a pris que deux, il aurait quand même pu prendre un 3e et mettre Klose avec. Le problème c'est qu'il y a d'autres équipes encore meilleures, c'est ça le problème. Ça va être dur parce que le Brésil ils ont une sacrée équipe quand même. Et je pense que ça va dépasser l'écart au moins. L'équipe de France ça va perdre en 8e. Parce que c'est comment ça s'appelle, c'est le phénomène. À chaque fois que une équipe gagne la Coupe du Monde, pour la prochaine, elle perd en 8e. Est-ce qu'on a le potentiel pour gagner la Coupe du Monde selon vous? Je crois pas quand même. Non, sincèrement, je crois pas. Je pense qu'on a quand même nos chances, mais on ne sait jamais. C'est vrai qu'il fera quand même bien plus chaud que sur les autres terrains. Donc c'est quelque chose à voir, c'est un facteur à mon avis qui est peut-être inédit. Tout est possible, c'est comme une Ligue des Champions. Tout est possible, même effectivement dans le désert. Allez France, hein. Et nous sommes maintenant à quelques jours du coup d'envoi de la compétition, mais ce mondial qui se déroulera du 20 novembre au 18 décembre au Qatar est très controversé. La ville de Metz, comme d'autres en France, ont décidé de boycotter l'événement. Aucun écran géant ni fan zone ne sont prévus. Mais qu'en est-il du côté des bars? Reportage Colline Expert. À l'Irish Pub, l'annonce a été faite sur les réseaux sociaux. Le pub ne diffusera aucun match de la Coupe du Monde au Qatar. Du côté de l'aérogare, même son de cloche. Si en 2018, l'événement a permis de faire découvrir le lieu, l'écran géant restera de marbre cette année, même pour les matchs des Bleus. Donner naissance à ce qu'on fait, c'est un petit peu le positionnement qu'on se donne dans les événements. Ça n'avait pas sa place. Il y a l'aspect humain. On voit bien la violence qui a été générée auprès des ouvriers. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le sordide, mais il y a eu quand même des choses pas très saines. Et puis évidemment, l'aspect climatique, bien sûr, qui est outrancier. On aurait fait la Coupe du Monde sur des lundis, des mardis, mercredis, ça aurait été hyper profitable, économiquement parlant. Mais bon, voilà, il y a des choix à faire. Place Saint-Jacques, certains bars comme le mini-bar n'ont pas encore fait de choix. Mais que les fans de football ne s'inquiètent pas, au Chéri et au bar Saint-Jacques, tous les matchs seront au menu à partir du 20 novembre. Mais c'est à contre-cœur que Henri, gérant du bar Saint-Jacques depuis 30 ans, allumera ses télés. Je suis contre. Mais je vais le diffuser parce que c'est comme mes clients qui commandent.
Les Qataris, c'est une monarchie, mais hyper sympa. Ils ont annoncé pour la construction des stades 37 morts. Amnesty International, que vous connaissez tous, 6500 morts, 37 000 blessés. Il y en a un des deux qui a raison. 8 stades, 7 climatisés, c'est pas trop sympa. 160 avions par jour pour la Coupe du Monde. Le bilan carbone catastrophique. Objectivement, on devrait être contre. Par contre, ceux qui sont responsables, c'est la FIFA. Ils n'auraient jamais dû l'autoriser. Les footballeurs n'y sont pour rien, et les supporters non plus. Ce serait dommage de leur priver de leur passion. Le célèbre Eurofoot Café ne laissera pas non plus ses clients sur la touche. Et pour profiter des matchs entre amis ou en famille du côté de la place Saint-Louis, les Trois Fils, tout comme les Parèges et le Forum, diffuseront les matchs. Avec la situation actuelle, difficile de s'en priver. C'est pas à nous, les restaurateurs, les commerçants, de payer le fait que la FIFA, ils ont dit oui malgré tout ce qui se passe. On ressort d'un Covid, l'inflation, le coût de la vie qui a augmenté, les gens n'ont plus beaucoup d'argent, sortent moins forcément parce qu'on ne peut pas plus payer les factures. Les événements comme ça qui rassemblent, qui ramènent du monde dans un endroit, c'est chouette. Ça ramène un peu d'argent, ça ramène un peu de balade d'ambiance, tout ce qu'on souhaite et tout ce qu'on cherche dans un bar en fait. Et quoi que les clients cherchent dans un bar, tous devraient pouvoir y trouver une place avec ou sans match. Limitation à 30 km/h, écluses routières, feux récompenses, ralentisseurs, les installations sont multiples pour essayer de limiter la vitesse des véhicules dans les communes. Mais ces mesures sont-elles vraiment efficaces? Reportage à Ony et à Lorry-les-Metz avec Emma Facchetti. Lorsqu'un véhicule se présente en face du feu, donc il y a un radar qui détecte la vitesse du véhicule. Donc s'il roule à plus de 40 km/h, il restera au rouge. Le véhicule est obligé de s'arrêter. Depuis 2017, un feu récompense a pris place sur le bas-côté de cette départementale qui traverse la ville d'Ony. L'objectif ? Limiter la vitesse des véhicules et sécuriser le passage des piétons. On l'a mis là parce qu'il y a un réel danger par rapport aux sorties des écoles. On sait que les enfants sont petits et ne voient pas toujours les dangers comme les adultes. Là maintenant, on constate que les gens respectent la vitesse. C'est clair, on n'a pas constaté d'excès de vitesse. Voilà. Donc c'est vraiment très bénéfique. Résultat concluant pour la municipalité, mais aussi pour les riverains. Quand tu as de l'école, c'est vrai que c'est rassurant parce que ça ralentit la circulation. Fort de son succès, un deuxième feu récompense a été aménagé l'été dernier. À quelques kilomètres de là, le chiffre 30 s'affiche sur tous les panneaux de signalisation de Lorry-les-Metz. En 2020, une voiture en excès de vitesse renverse une personne âgée. Résultat, la vitesse est alors drastiquement limitée à 30 km/h dans toute la commune. Avant, on avait des vitesses qui étaient de l'ordre de 60-70 km/h, ce qu'on ne retrouve plus du tout sur la commune aujourd'hui. On a des vitesses qui sont en majorité entre 35 et 45 et très rarement au-delà des 50 km/h. Le 30 km/h, c'est une mesure qui s'applique, qui est une mesure qui est bénéfique parce qu'elle abaisse rapidement la vitesse, mais il faut l'accompagner aussi d'aménagements de sécurité qui viennent conforter cette baisse de vitesse. On a notamment fait une écluse en haut de la Grand Rue, donc en venant d'Amanvillers, mais on a fait aussi des aménagements de sécurité sur la route de Platteville. La police intercommunale organise régulièrement des contrôles sur la commune. Le résultat est sans appel. La vitesse a globalement été réduite. Ce jeudi matin, Véronique Perdereau, rectrice déléguée pour l'enseignement supérieur du Grand Est, s'est rendue à Metz. Elle a rencontré des étudiants en master enseignement de l'Université de Lorraine. Elle a pu constater les petits ajustements qu'il reste encore à faire pour que la formation des futurs professeurs se passe au mieux. Reportage Anne-Sophie Gross. 3 ans après la mise en place de la réforme de l'enseignement, quelques petits réglages ont encore besoin d'être effectués. Ce matin, autour de la table, la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur et des étudiants inscrits en master enseignement. Durant plus d'1 heure, ils ont échangé sur de nombreux points. Les étudiants sont très motivés par leur formation et qui ont fait beaucoup de suggestions pour faire évoluer la formation avec une plus grande professionnalisation dès le début du parcours. Valorisation de leur expérience en tant qu'assistant d'éducation, accessibilité de formation au secourisme ou à un accompagnement spécifique des élèves, ou encore l'attribution des postes en début de carrière. Être dans l'inconnu, ne pas savoir si on va, si on va rester ici, si on va partir, ne pas savoir si on va rester avec notre conjoint, etc. C'est quand même
très important quand même, il faut garder ça à l'esprit. On a abordé des sujets très importants. J'ai conscience que c'est pas quelque chose qui va nous apporter à nous, mais on fait le maximum pour que les prochaines années puissent bénéficier de cette réunion le plus possible. L'avenir, justement, un sujet qui a également été évoqué, car les étudiants s'interrogent sur l'évolution que peuvent prendre leur carrière. Et je crois qu'il y a eu des éléments de réponse aujourd'hui de Madame la rectrice qui a bien montré que les enseignants sont accompagnés au long de leur carrière et qu'il y a des possibilités de ne pas forcément rester dans l'enseignement et d'être au service de l'enseignement autrement au cours d'une carrière. C'est peut-être des choses que les étudiants ont besoin aussi d'entendre et sur lesquelles il faut les informer. Cette concertation auprès des étudiants sera remontée au gouvernement. Cela pourrait faire émerger des solutions afin de faire face à la crise de recrutement des enseignants. Et on passe tout de suite à notre rubrique culture. Alicia, bonsoir. Bonsoir Jean. Pour démarrer, vous nous proposez de nous réchauffer en musique avec une des légendes du reggae mondial. Son nom, Groundation, un groupe qui nous fait danser depuis plus de 20 ans maintenant au son d'un reggae teinté de jazz californien. Un groupe qui s'est mis en pause pendant un temps mais qui est de retour. Depuis l'année dernière, il s'est reformé autour de son leader charismatique, le guitariste et chanteur Harry Stafford, qui pour ce nouveau départ a réuni un groupe d'exception, encore une fois des virtuoses. Vous allez voir avec ce nouvel album One Rock, le jazz va se mêler au raga et tout cela donc avec virtuosité. Écoutez. So if you're asking for forgiveness, you're not that person no more. Never will it cross before him. Never will it cross. Experience has written those lines in his face. All surrounded by a lion's mane. Hungry and thirsty through the desert, he crawled through the Dead Sea shore, but he can't. Voilà. On va groover, ça sera sur la scène de la BAM à Metz, ça sera le 13 novembre à 20h30. Réservez vos places. On poursuit avec une exposition à ciel ouvert qui se déroule en ce moment à Moyeuvre-Grande. Et en déambulant dans la ville, vous aurez peut-être repéré les photographies de Geoffrey Costalonga, un jeune moyeuvrien qui est passionné par la photo animalière. Alors vous le voyez, chevreuil, renard, héron, martin pêcheur, rien n'échappe à son regard, sachant que tous les animaux que vous allez découvrir ont été pris en photo sur les bords de l'Orne et de la rivière du Conroy. Des animaux bien de chez nous, en somme, immortalisés grâce à sa patience et qui va nous rappeler et qui vont nous rappeler au passage à quel point il faut prendre soin de notre faune, de notre flore. On en parle beaucoup en ce moment. Donc ouvrez bien l'œil surtout à Moyeuvre-Grande. C'est donc à ciel ouvert, émerveillement garanti. On s'intéresse maintenant, Alicia, à un ancien tennisman français vainqueur de Roland-Garros et élu 11 fois personnalité préférée des Français. Yannick Noah, qui ne va pas venir avec une raquette à la main mais avec un micro car il est de retour avec un nouvel album, La Marfée. Mine de rien, il s'agit déjà de son 12e opus dans lequel il va nous raconter son retour au Cameroun. Il nous parle de transmission. La Marfée fait en effet référence à une école qu'a créée sa mère en arrivant au Cameroun. C'est aussi le nom d'un quartier dans lequel il a vécu, à Sedan. Musicalement, l'album est teinté de pop, mais il puise également dans des sonorités africaines. Du coup, ça chaloupe, ça donne envie de croquer la vie à pleines dents. Parce que la vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. On n'a pas de temps. Pas de regrets ni de rancœur. La tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie, c'est maintenant. On voit les choses en grand. On dégomme la douleur, mais y du cœur, mais y du cœur. La vie, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant. Voilà, la vie, c'est maintenant et ça sera surtout mercredi 16 novembre à 20h au Théâtre de Thionville. On va pouvoir là aussi chalouper avec Yannick Noah. Clôturons en mode lyrique, direction le château de Courcelles de Montigny-lès, qui nous invite à découvrir les héroïnes d'opéra. Oui, et cela au travers de leurs costumes, puisque des pièces d'exception ont appartenu à la grande cantatrice Christiane Stutzmann. Elle était diplômée du Conservatoire de Nancy avant de remporter le premier prix de chant au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Christiane Stutzmann qui a incarné quasiment 54 rôles dans le temps de sa carrière, des rôles mythiques, Marguerite, Tosca, Madame Butterfly, dont vous allez pouvoir découvrir les costumes à travers une exposition Curani-Tosic à visiter en musique. Un air d'opéra en fond sonore, mais surtout des costumes de scène fièrement exposés. Ces pièces sont issues de la garde-robe privée de Christiane Stutzmann.
une cantatrice lorraine des années 60. Entreposées dans des malles pendant 40 ans, ces robes ont à nouveau vu le jour en 2017, quand l'ancienne soprano en a fait don à ce passionné de couture. Et ma volonté immédiate a été de remettre le tout en état. Donc il y a eu là-dessus un travail de rapiècement, de sequins refait à l'identique. Si vous voyez la robe qui est derrière, les sequins étaient très endommagés. Une mission démarrée il y a 6 ans déjà. Sur une vingtaine de robes récupérées, la moitié est exposée aujourd'hui au château de Courcelles. La plupart a réellement été portée sur les planches. D'autres ont été recréées de toutes pièces à partir de photos. Je légitime leur présence par le fait qu'ils ont quand même quelque chose de Christiane Schutzmann, puisque certains ont été refaits avec des voilages d'anciens textiles qu'elle m'a donnés, et donc qui ont été recyclés pour en faire des tenues qu'elle avait perdues ou qu'elle n'avait pas dans son vestiaire. La scénographie aussi a été minutieusement préparée. Chaque décoration représente un accessoire utilisé dans les opéras où l'ancienne soprano a chanté. À travers les différentes pièces du château, l'exposition La Biffe et l'héroïne ravit les yeux de nombreux visiteurs. La richesse du répertoire de Madame Schutzmann, la richesse des décors, la richesse des costumes, une carrière assez impressionnante. Je trouve très beau, j'admire le travail de broderie qui est très conséquent. Othello, Madame Butterfly ou encore Tosca sont ici représentés. Et vous avez jusqu'au 24 décembre pour admirer ces parures, qui semblent donc avoir résisté au temps. Et Jean, il vous reste donc encore un peu de temps pour en profiter. Merci Alicia. Merci. On vous retrouve la semaine prochaine dans la boîte à malice où vous nous présenterez le nouveau polar de Sébastien Passy. En attendant, les boîtes à malice sont disponibles sur notre site moselle.tv. Fin septembre, l'Université de Lorraine ouvrait un diplôme franco-ukrainien de management et commerce international au sein de l'IAE à Metz. Une quarantaine d'étudiants suivent ce diplôme universitaire équivalent à une licence 3. Plus d'un mois après la rentrée, comment se passe leur formation? Élément de réponse avec Colline l'expert. Ils sont originaires de Kiev, Kharkiv ou encore Zaporijjia et tous ce matin ont revêtu leur veste de l'Université de Lorraine. Depuis un mois, les cours et projets s'enchaînent pour ces 41 étudiants en management et commerce international. On a fait beaucoup de présentations, on trouve les archétypes de différents marques ukrainiennes et puis comme on a dit, on a une équipe qui travaille sur la promotion des produits ukrainiens. Notre objectif, c'est d'ouvrir un magasin ici à Metz où nous pouvons vendre des produits ukrainiens. On va vendre ces produits au marché de Noël ici à Metz. Et puis on va faire aussi des différentes performances, manifestations sur des événements historiques ukrainiens qui sont liés un peu avec la guerre. Suite à la guerre en Ukraine, le diplôme s'est créé dans l'urgence cet été. Mais tout a été pensé pour que les étudiants puissent se former dans les meilleures conditions avec un apprentissage intensif du français. Ils ont fait une centaine d'heures de français en un mois, une cinquantaine d'heures de cours de management, plus les visites, plus la vie étudiante, c'est des étudiants qui ne chôment pas. Le deuxième semestre, ils continuent un peu les cours et ensuite ils partent en stage, environ 3 mois, dans des entreprises du territoire lorrain. Donc on va leur trouver une quarantaine d'entreprises ou d'organisations pour pouvoir les accueillir. L'IAE a aussi accompagné les élèves à trouver un logement. Certains sont en famille d'accueil, d'autres ont noué des liens et vivent en colocation. Leur objectif reste de se former pour reconstruire leur pays. L'Université de Lorraine, globalement, est très loin de penser brain drain, comme on dit, c'est-à-dire récupérer des bons étudiants pour nos besoins. Mais c'est bien de dire comment est-ce qu'on peut accompagner l'Ukraine dans sa reconstruction. C'est aussi leur volonté, les universités ukrainiennes, de dire est-ce qu'on peut construire ensemble pour la suite. La suite, c'est aussi comment est-ce qu'on rebondit sur la fin de cette période tragique pour l'Ukraine, comment est-ce qu'on reconstruit un système d'enseignement supérieur intégré à l'Europe en partenariat. Prochainement, un programme de tutorat entre les étudiants ukrainiens et français de l'IAE devrait voir le jour. Et tout de suite, l'invité du jour. Marie-Françoise Tulle, bonsoir. Bonsoir. La précarité toujours plus importante en Moselle, c'est ce que révèle une récente étude de l'INSEE. Vous êtes la présidente du Secours populaire du département et donc cette précarité, vous la constatez tous les jours. Malheureusement, oui, la précarité ne recule pas. Non seulement elle ne recule pas, mais nous avons observé une augmentation de la population en très grande difficulté.
Ainsi, pendant ces mois qui ont passé, nous avons eu 45% de personnes en plus, des personnes qui ne venaient pas chez nous, qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas inscrites dans les associations de solidarité. C'est vrai qu'il y a eu un effet un peu crise sanitaire. Maintenant, la crise est un peu derrière nous et finalement, la pauvreté continue de persister. Oui, la pauvreté, oui, c'est comme une, vous savez, comme disait Victor Hugo, c'est comme une maladie. On n'arrive pas à s'en débarrasser, on n'arrive pas à l'éradiquer. Et je pense qu'il va falloir se pencher très très sérieusement sur cette question parce qu'il y a une partie de la population qui souffre énormément, qui échappe complètement à tous les dispositifs et qui n'arrive pas à se sortir de ces difficultés. Cela fait presque 10 ans maintenant que vous êtes à la tête du Secours populaire de Moselle. Est-ce que la situation a déjà été aussi critique sur ces 10 années ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Très franchement, par rapport à la période où je suis arrivée il y a 10 ans, effectivement, vous venez de le dire, je n'ai jamais vu une telle précarité. Surtout parmi les jeunes. D'abord, ce sont des nouveaux pauvres, si on peut dire, donc des personnes qui n'étaient pas en situation de pauvreté avant la crise. Et puis, beaucoup de jeunes et de jeunes familles. Justement, les jeunes, un jeune sur 6 est sans emploi ni études. Comment vous l'expliquez ? Alors, bon, il y a beaucoup d'étudiants qui sont en très très grande précarité parce qu'ils n'ont plus de petits boulots, parce que les parents ont des difficultés eux-mêmes, donc ne peuvent plus les aider. Et finalement, on a l'impression que la pauvreté les tire, vous savez, par le bas. Donc il faudrait vraiment... C'est un cercle vicieux. Oui, il faudrait vraiment trouver un moyen de les sortir par le haut. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour les ménages qui demandent votre aide en ce moment ? Les factures à payer, le travail peut-être qu'ils ne trouvent pas Alors vous avez quand même 36% de la population française qui dit ne pas pouvoir arriver à joindre les deux bouts. Et vous avez une personne sur deux, pratiquement 50% des Français, qui réduisent leurs factures concernant l'énergie, concernant la santé, concernant les équipements, les vacances, et puis même la nourriture. Comment enrayer finalement cette tendance qui continue de s'aggraver ? Que faut-il faire ? Est-ce qu'il existe une solution miracle ? Miracle, je ne sais pas, mais bon, il y a des minima sociaux à relever, c'est évident. Vous savez, le ressenti des Français dit que à partir de 1 263 €, c'est assez précis, on est pauvre. Donc c'est au-dessus du SMIC. Ce qui veut dire que toutes les personnes payées au SMIC sont en état de pauvreté. Donc c'est quand même un dysfonctionnement de notre société. Je pense qu'il faut se pencher très très sérieusement sur cette question. Et que vous disent justement tous les bénéficiaires qui demandent de l'aide auprès de vos équipes ? Alors, ils viennent... c'est difficile de demander de l'aide dans une association comme la nôtre. Donc, ils viennent vraiment poussés par la nécessité. D'abord pour nourrir les enfants, et ensuite pour des problèmes de santé. C'est un vrai problème de santé publique, presque. Parce que les gens entraîne aussi... des maladies, des gens qui ne sont pas soignés, des enfants qui ne sont pas soignés, quelquefois pas vaccinés, pas suivis. Donc, il y a un vrai problème de santé publique. Il faut s'attaquer à ce problème de la pauvreté, vraiment. Et quel est le rôle du Secours populaire dans tout ça ? Alors le Secours populaire alerte d'une part, et puis on essaie de prendre les gens, d'accompagner les personnes pour qu'ils ne soient pas complètement désespérés. Nous venons d'ouvrir un libre service de la solidarité justement pour qu'ils se prennent un peu en main, pour qu'ils aient une certaine autonomie et qu'ils reprennent leur destin comme ça entre leurs mains. C'est vrai que l'aide du Secours populaire est bien évidemment alimentaire, matérielle, mais aussi, et peut-être le plus important, morale. C'est votre mission aussi de redonner espoir. Oui, absolument. Alors on a une action très très forte, notamment sur les enfants et les jeunes. On essaie de leur dire que eux vont s'en sortir. Oui. Merci beaucoup, Marie-Françoise Tulle, d'avoir accepté notre invitation. L'image du jour, pour finir, ça se précise pour l'hôtel Stark, les travaux avancent bien. Les promoteurs du projet ont annoncé ce mercredi une ouverture au public à l'automne 2023, dans un an donc. À noter que la livraison du bâtiment était en premier lieu attendue pour 2021, mais la crise sanitaire passant par là l'a fortement retardée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du Graouli Mag, Arnaud Demerlet et ses chroniqueurs. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. À demain.